Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance des marchés européens à la mi-journée, mais pour revenir de manière un peu plus large sur les scénarios de marché de nos différents invités. Avant la grande édition du soir, cette fois-ci, 1 heure pour décrypter les tendances, les enjeux, évidemment les actualités du monde financier. Et au sommaire de cette édition, les marchés ont pu prendre connaissance hier des indicateurs manufacturiers de la Fed de Richmond et de Dallas, tous deux bien en deçà des attentes pour le mois de juin, alimentant encore un peu plus la perspective d'une croissance revue à la baisse pour les mois à venir, voire d'une récession sur le sol américain. Sur ce sujet, les gouverneurs de la Fed de New York et de celle de San Francisco se sont voulus rassurants. John Williams, le gouverneur de la Fed de New York, estime que l'économie américaine est forte et qu'une récession ne fait pour l'heure pas partie de son scénario. Marie Daly de la Fed de San Francisco estime s'attendre de son côté à une croissance qui passerait sous la barre des 2% pour les prochains mois, mais ne voit pas de récession non plus pour le moment. Du côté de la confiance des consommateurs, cette fois-ci calculée par le Conference Board, la tonalité est un petit peu différente. L'indicateur tombe sur un plus bas de près de 10 ans, signe que le consommateur américain entrevoit les mois qui arrivent avec un peu moins d'optimisme tout de même. Est-ce que cette vision de l'avenir du consommateur américain, mais aussi des entreprises, peut venir peser sur la croissance plus fortement que les estimations de la Fed? C'est une question que nous aborderons dans un instant dans Smart Bourse, à la lumière également de la confiance des consommateurs en zone euro cette fois-ci, qui se dégrade pour le mois de juin. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. Et nous reviendrons également dans Smart Bourse sur l'inflation en zone euro, alors que les premières estimations commencent à tomber pour le mois de juin. En Espagne notamment, l'inflation monte à 10,2% pour atteindre un plus haut qu'elle n'a pas connu depuis 37 ans. Nous attendons également aujourd'hui la première estimation d'inflation en Allemagne pour le mois de juin, ce qui nous amènera à évoquer les différents scénarios économiques de nos invités dans Smart Bourse. On se retrouve tout de suite. Le CAC 40 qui est actuellement à 6000 points tout pile, en recul de 1,38%. Nous sommes dans Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. La prudence imprègne le CAC avant la publication d'indicateurs décisifs pour les marchés. L'indice semble aussi s'inscrire dans le sillage d'une bourse de New York en net repli hier, elle-même impactée par la publication de l'indice de confiance du consommateur américain. Ce dernier n'est pas pour rassurer puisqu'il s'est de nouveau dégradé au mois de juin. Parmi les poids lourds, Amazon, Microsoft et Apple ont chuté. Et puis Nike aussi, après avoir fait état d'une prévision de bénéfices inférieure aux attentes. En Asie, l'indice Nikkei a fini en baisse, les technologiques ayant fait les frais du repli du Nasdaq. Tokyo Electron et SoftBank ont considérablement baissé. On remarque qu'à contrario, les compagnies d'électricité ont profité des déclarations du Premier ministre japonais quant à sa volonté d'utiliser autant que possible la capacité du nucléaire. En Chine, le SSE Composite de Shanghai recule, le CSI 300 aussi. Aujourd'hui, on attend 2 indicateurs majeurs en zone euro et aux États-Unis. Une première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin est attendue à 14h, suivie à 14h30 de la 3e estimation du produit intérieur brut pour les États-Unis au premier trimestre. Elle s'accompagnera de l'indice PCE des prix de détail hors alimentation et énergie. Autre facteur potentiellement déterminant, aujourd'hui, Jérôme Powell devrait s'exprimer à l'occasion du forum organisé par la BCE à Sintra au Portugal. On remarque que l'embellie des taux longs s'efface peu à peu alors que la BCE a confirmé hier vouloir aller aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, par opposition à la séance d'hier, le secteur de l'automobile connaît l'une des plus fortes baisses. Renault et Stellantis reculent. Atos a remporté un contrat d'1,2 million d'euros auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN dans la modernisation de ses systèmes de cybersécurité. Euraseo annonce la vente de 51% du capital de l'américain Trader Interactive sur la base d'une valorisation de près d'1,9 milliard de dollars. Et puis TF1 nous apprend avoir signé un accord en vue de la cession des activités publishers de Unify au groupe Reward Media. Selon Médiamétrie, l'opération porterait l'audience de Reward Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels. Voilà, donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
Et c'est parti pour la première partie donc, de Smart Bourse à la mi-journée où nous allons tenter de comprendre ensemble un petit peu les scénarios économiques en lien avec ces perspectives de récession, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol européen. Des moments que nous allons tenter de décrypter avec Samy Char qui est en duplex avec nous, chef économiste de Lombard Odier. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse à distance. J'ai envie de commencer avec vous tout de suite, non pas sur le sujet États-Unis ou Europe, mais sur le sujet Chine. La Chine qui, hier, a assoupli finalement les mesures de quarantaine visant les étrangers. On voit qu'il y a une volonté politique chinoise de rouvrir son économie progressivement, toujours quand même dans une politique zéro Covid affirmée. Si j'ai envie d'évoquer la Chine avec vous, c'est parce que dans toutes les perspectives ou dans tous les scénarios économiques qui prévoient une récession, que ce soit sur le sol européen ou sur le sol américain, la Chine pourrait être un facteur d'optimisme. Est-ce que une réouverture de l'économie chinoise et une relance de l'économie chinoise actuelle pourrait venir tirer la croissance et éviter une récession trop forte sur le sol américain ou sur le sol européen, selon vous ? C'est en tout cas un sujet qui compte, Nicolas, puisque effectivement, lorsqu'on réfléchit au mix croissance-inflation, qui s'est quand même beaucoup détérioré cette année avec la guerre en Ukraine et le choc de prix des matières premières qui est associé, la Chine avait contribué à détériorer également ce mix, avec des chaînes de valeur perturbées, les opérations dans les ports chinois perturbées, l'allongement des délais de livraison, et puis bien sûr la deuxième économie de la planète qui est fermée, donc en ralentissement brutal. Alors le fait qu'on ait des bonnes nouvelles qui viennent de Chine, avec une réouverture partielle, c'est quand même quelque chose à mettre au profit des perspectives. Ça va réduire un petit peu les tensions sur les chaînes de valeur et sur l'inflation, et ça va améliorer quand même la dynamique économique, parce que cette deuxième économie de la planète rebondit. On le voit déjà d'ailleurs dans les indicateurs à haute fréquence, que ce soit au niveau de l'offre, la congestion, le trafic qu'il y avait dans les ports chinois est en train de baisser, et le niveau d'activité est en train de repartir. Donc bien sûr, tout n'est pas fini dans la lutte que font les Chinois avec la pandémie et le variant Omicron. Ils n'ont pas encore forcément le bon vaccin, ils n'ont pas forcément encore l'immunité collective, mais enfin, on est dans un bon moment, la vague est passée, ils devront rouvrir, refermer, mais en tout cas, là, on est dans une phase d'ouverture, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je dirais un dernier élément qui est extrêmement notable dans le cas chinois, c'est que c'est la seule économie de la planète qui est en train d'accommoder son économie, de remettre du stimulus fiscal et monétaire, alors que partout ailleurs, on est en train de contraindre les politiques fiscales et monétaires, et ça, c'est aussi une différence à mettre au profit de la Chine. Et on a effectivement entendu la Banque centrale chinoise annoncer qu'elle resterait accommodante, donc ça vient un peu à contre-courant effectivement de la tendance des banques centrales, des grandes banques centrales à travers le monde. Est-ce que ça suffira, selon vous, Samy Char, à relancer la dynamique chinoise, alors que la Chine a quand même 20% de son PIB qui dépend de l'immobilier, si on compte la construction, que c'est un secteur qui a l'air quand même de souffrir depuis un peu moins d'un an actuellement, si on regarde les volumes ou en tout cas les montants des transactions. Est-ce que cette volonté politique accompagnée d'une volonté de la Banque centrale chinoise suffira à redémarrer la machine ? Alors la réponse est oui, mais il y a évidemment un mais. C'est dans quelle mesure ? Aujourd'hui, les Chinois ont annoncé un objectif de croissance assez ambitieux à 5,5. Objectivement, vu la première moitié de l'année qu'on a vue, on a un peu du mal à imaginer que la réalité économique permettra d'atteindre cet objectif de croissance. En revanche, là où je réponds oui à votre question, c'est qu'on a atteint un point bas. On a quand même eu une quasi-récession par les standards chinois dans cette première moitié de l'année. Il y a eu des dégâts au niveau de l'emploi. Il y a eu vraiment une activité économique qui s'est très très fortement ralentie. Et là, on a atteint un point bas, non seulement parce que cette vague est contenue et que la Chine réouvre, mais aussi parce qu'on a quand même des autorités qui ont là montré un petit peu d'inquiétude et une vraie volonté de soutenir la croissance. Donc on va redémarrer. Est-ce qu'on va redémarrer suffisamment pour faire 5,5 de croissance cette année en Chine ? La réponse est non. Une dernière question sur la Chine qui va nous permettre de faire le lien avec les autres régions du monde. Un redémarrage, alors effectivement, peut-être pas à 5,5, mais à 4 ou 3% de croissance en Chine serait bénéfique ou en tout cas viendrait atténuer le risque de récession plutôt en Europe, aux États-Unis, ou de manière équivalente sur les deux continents ? De manière relativement équivalente. Évidemment, ce sera plus favorable à l'Asie qu'au reste du monde, mais on a vu quand même la Chine a contribué à l'inflation globale qui évidemment est derrière le resserrement assez conséquent des banques centrales, évidemment, et en Europe et aux États-Unis. Donc tout ce qui peut venir aider
les banques centrales dans la lutte contre l'inflation, c'est quand même une bonne nouvelle. Là où je dis que ça va peut-être aider un tout petit peu plus l'Europe que les États-Unis, c'est que la problématique d'inflation en Europe, c'est essentiellement une problématique d'offre qui vient donc de Chine et d'Ukraine, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même cette problématique de demande en plus, qui est un vrai défi pour la Réserve fédérale américaine, qui doit freiner une demande, et donc la Chine va avoir plus d'impact sur l'Europe que sur les États-Unis. Alors justement, sur le sujet États-Unis, on a découvert un certain nombre de statistiques. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Samicha. Je suis là. Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur de vous avoir perdu un court instant. Alors justement, donc sur le sujet États-Unis, on a découvert un certain nombre de statistiques. On a vu le climat des affaires, calculé par la Fed de Richmond ou de Dallas, qui était en recul. On voit l'indicateur de confiance des ménages du Conference Board qui apparaît en recul également. On a quand même l'impression que même si le sujet récession aujourd'hui est un sujet de scénario économique, que cette récession, elle est déjà là, au moins dans les esprits. Est-ce que ça ne peut pas venir précipiter, du coup, une récession physique sur le sol américain? Le débat a basculé, Nicolas. C'est clair que il y a quelques mois, le grand débat, c'était atterrissage en douceur, ce que les Américains appellent le soft landing, versus la récession. Donc on était dans cet atterrissage en douceur versus la récession. Le débat maintenant, il a basculé dans, quelque part, est-ce qu'on va avoir une récession modérée ou est-ce qu'on va avoir une contraction sévère? Donc on voit bien que le débat a basculé et il s'est détérioré, puisque quelque part, pratiquement, même dans le meilleur des cas, on parlera d'une récession modérée. Alors qu'est-ce qu'une récession modérée par rapport à une contraction sévère? Une récession modérée, c'est un chômage peut-être qui augmente de 1%, un taux de défaut qui augmente de 1%. Donc on aurait et chômage et défaut avec des taux autour de 4,5-5, alors qu'une contraction sévère, c'est un chômage à 10% et des taux de défaut à 10%. Donc effectivement, on voit quand même que quel genre de récession on aura à la fin, c'est quand même très différenciant. Et notre sentiment, c'est qu'effectivement, le marché est quand même là. Les bourses américaines ont perdu plus de 20%. La courbe s'est inversée. Le dollar est passé sous les 1,05. On sent quand même qu'énormément de dégâts sont déjà précédents dans ce marché. Donc oui, le sentiment, c'est vraiment celui-ci. Quel genre de récession on aura? Est-ce que ce sera une récession modérée, ce qui est plutôt notre scénario? Mais enfin, le risque d'une contraction sévère est tout de même encore là. Et évidemment, tout dépend de l'inflation et de jusqu'où la Réserve fédérale américaine devra aller. On espère autour de 3,5, mais enfin, si elle doit aller toucher les 5%, contraction sévère est pas loin. Donc votre scénario, Samicha, on est plus aujourd'hui pour une récession modérée, une récession presque technique, du coup, sur le sol américain. Pourquoi? Pour fin 2022 ou pour l'année 2023? Exactement. Dernier trimestre 2022, début 2023. Les deux gros arguments pour dire que l'inflation va quand même finir par avoir cette meilleure trajectoire, ce qui permettra à la Fed de s'arrêter à 3,5 et de ne pas aller à 5, c'est déjà, on voit une demande quand même qui commence à voir de la détérioration. Donc l'immobilier américain, on l'a vu, la consommation, les ventes au détail qui atteignent un apogée. Donc au niveau demande, on commence à sentir un peu de fragilité. Donc ça, c'est un gros argument pour dire que quand même l'inflation va finir par baisser et permettre à la Fed de s'arrêter un peu plus tôt que trop tard. Et puis le deuxième gros argument, on vient d'en parler, ce sont les effets d'offre. Ça s'améliore du côté de la Chine, ça ne s'améliore pas vraiment du côté du pétrole et de la guerre en Ukraine, mais enfin, le pétrole n'est pas en train d'aller à 150 ou à 200, donc à un moment, les effets de base vont aussi devenir un peu plus favorables. Donc lorsqu'on prend ces effets d'offre et ces effets de demande, on est vraiment sur une crête, mais on a le sentiment qu'on va pouvoir s'en sortir avec une récession modérée et non pas avec une contraction sévère. Alors, un mot peut-être du pétrole, rapidement. On a vu Emmanuel Macron interpeller Joe Biden en marge du G7 justement sur le sujet en disant que si on voulait se tourner vers l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, on était déjà presque au maximum des capacités de ces pays-là. On sait que l'OPEP+ se réunit demain, mais on se demande si on pourra trouver plus d'offres pour le coup en matière de pétrole qui pourraient venir contrebalancer la hausse des prix. Vous ne voyez pas un pétrole qui continue à s'envoler? Non, effectivement. Pourtant, on a une vision assez pessimiste de l'offre. Je crois que, en tout cas, ça se confirme dans les chiffres qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel d'augmenter l'offre. Les Saoudiens sont quand même pas mal au bout de ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas le sentiment que les Iraniens vont revenir si facilement dans le marché. Donc l'offre est contrainte, évidemment, encore plus quand on prend en compte la Russie. Mais là où il y a une petite différence par rapport à l'habitude, c'est que la demande est en train de rentrer dans l'équation, une demande qui va ralentir. On ne peut pas parler de récession américaine, peut-être même européenne, sans évoquer le fait que quand même la demande de pétrole va baisser. Et résultat, même si l'offre est contrainte, avec une demande qui commence à faiblir, on a une hypothèse de prix du pétrole à fin d'année à 120, on a une hypothèse de prix du pétrole à fin 2023 à 100,
Et donc, on voit bien qu'on n'est pas à 150 ou 200 et résultat, les effets de base vont quand même être un peu plus favorables, même si on va rester avec un prix du pétrole élevé. Je vous rappelle là-dessus, mais vous le savez tout aussi bien que moi, qu'on était à 140 en 2012 et pour autant, il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Un mot pour finir, toujours sur le sujet inflation, mais cette fois-ci en Europe. Donc se tient actuellement le forum annuel de la BCE à Sintra. On a entendu Christine Lagarde en discours d'ouverture évoquer, confirmer ce que le marché savait déjà, à savoir une hausse de taux de 25 points de base prévue pour juillet. Alors on entend les plus faucons, je crois que c'est le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie qui lui milite pour une hausse de taux de 50 points de base, mais on sent quand même que le consensus, c'est 25 points de base pour juillet, avec des chiffres d'inflation qui arrivent cette semaine, ou en tout cas des estimations pour le mois de juin. Alors en Espagne, on a dépassé les 10% d'inflation, c'est un plus haut de 37 ans. On attend le chiffre en Allemagne cet après-midi. Est-ce que des chiffres trop hauts peuvent faire changer la politique monétaire de la BCE à court terme, Samy Char ? Oui, absolument. Mais ce qu'on va regarder, ce n'est pas forcément les niveaux d'inflation, c'est la composition de cette inflation. Ce qu'on voit en Europe, c'est quand même une inflation qui est beaucoup plus le résultat de facteurs d'offres, donc essentiellement de l'énergie. On ne voit pas vraiment de boom de demande en Europe. On ne voit pas vraiment d'augmentation des salaires qui fait penser que ce facteur de demande va aussi venir accélérer l'inflation. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. On a un vrai boom de demande, on a vraiment des salaires qui sont partis. Ce n'est pas le cas en Europe, même si dans les négociations, on sent les syndicats avoir des demandes assez élevées. Enfin, dans la réalité, l'augmentation salariale est quand même très contenue en Europe. Donc, on a bien une inflation qui vient de l'offre, beaucoup moins de la demande. Et résultat, on voit une BCE aller à neutre, bien sûr, remonter à neutre. Peut-être que le point neutre est entre 1 et 1,5, mais il n'y a pas de raison d'aller en territoire restrictif, comme ça va être le cas aux États-Unis, pour calmer une demande et des salaires qui quand même restent relativement contenus en Europe. Je vous rappelle qu'au niveau de la demande en Europe, on n'a même pas retrouvé les niveaux d'avant Covid, sans parler de la tendance d'avant Covid. On est quand même très en dessous. Donc une BCE qui va à neutre, pas de problème. Une BCE qui irait en territoire restrictif, on n'en voit pas la nécessité. Merci beaucoup Samy Char d'avoir partagé votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombardier et quant à nous, on se retrouve dans un instant. Et nous continuons donc ensemble dans cette deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée avec une question, cette question de récession. Quelle sera l'ampleur de cette récession ? Est-elle un scénario effectivement majoritaire dans les analyses des différents experts financiers ? C'est une question que nous allons poser à Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directrice générale de BNY Mellon Investment Management. J'ai envie de vous poser une question que tout le monde se pose. Comment est-ce que vous regardez les différents scénarios, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol européen? Il y a ce terme récession qui revient souvent. Il revient souvent parce que Jérôme Powell l'a prononcé lui-même devant le Congrès. Donc d'un coup d'un seul, ça lui a donné une certaine légitimité à ce terme. Vous, dans vos scénarios chez BNY Mellon Investment Management, le scénario récessif est un scénario pris en compte, voire majoritaire ? Oui, chez BNY Mellon, aujourd'hui, le scénario majoritaire est maintenant le scénario de récession. D'accord. Et c'est un terme qui avait été utilisé, vous l'avez dit, par Jérôme Powell, mais également par Elon Musk. On rappelle donc cette ambiance aujourd'hui qui est devenue récessive. C'est vrai que nous, chez BNY Mellon, on était peut-être un petit peu plus négatif que le marché depuis un petit moment. On anticipait ce risque. Donc aujourd'hui, on est vraiment majoritairement, on a dépassé les 50% sur le scénario de récession par rapport à un autre scénario qui est celui d'un atterrissage en douceur de l'économie, avec une inflation qui arriverait à ralentir après avoir atteint un pic. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de distinguer au niveau de la récession les deux sous-scénarios, c'est-à-dire celui d'une récession qui serait une récession réelle. D'accord. Et qui touche principalement l'Europe, et celui d'une récession monétaire. Et là, dans ces deux scénarios, on a à peu près 50-50 de parts, si vous voulez, de répartition de ces scénarios. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces deux scénarios ? La récession réelle, c'est celle qui touche l'économie en profondeur. D'accord. C'est ce qu'on peut observer notamment en Europe. Elle est liée notamment au choc des matières premières, choc énergétique, la guerre en Ukraine, et également donc un ralentissement de l'économie qui se ferait par
baisse du pouvoir d'achat, baisse de la consommation. Et ce scénario qui s'alimente, c'est-à-dire que l'inflation, il y a un scénario, il y a un multiplicateur à peu près sur une inflation indexée qui est que quand on augmente les matières premières, il va y avoir à peu près x3 d'impact sur le produit final. D'accord. Donc là, si on augmente de 10% sur les matières premières, on augmente de 30% sur le produit final. D'accord, en matière de prix. En matière de prix, voilà, c'est l'effet multiplicateur, c'est une règle économique que beaucoup d'économistes appliquent et qui fait qu'effectivement, dans une inflation indexée, on arrive à cet impact sur l'économie donc qui prend de plein fouet. Et l'idée, c'est que si on n'est pas supporté par une croissance, on va avoir, si vous voulez, cette auto-réalisation de réduire finalement cette économie par finalement cette baisse de marge qui est obligatoire pour faire face à cette... Donc baisse de marge et réduction de la demande peut-être de l'autre côté aussi. Et réduction de la demande, donc contraction de l'économie. Donc ça c'est pour le scénario donc récession réelle. Récession réelle qui est impactée directement. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui la Banque centrale, pour faire face à cette inflation réelle, à cette récession réelle liée avec une hausse de l'inflation, donc qu'on se le dise, c'est une stagflation, mais dans un vrai casse-tête chinois. Parce que d'un côté, elle veut ralentir l'inflation, et de l'autre, forcément, elle va jouer sur cette difficulté à relancer l'économie. Pour ralentir l'inflation, c'est-à-dire que le sujet de faire peser sur la croissance, enfin de faire peser la croissance, voire de tirer la croissance vers le bas, permet de ralentir l'inflation. C'est ça le mécanisme qu'il faut comprendre. Le mécanisme, ce serait de se dire peut-être qu'il faut créer une récession pour réduire l'inflation. D'accord, ok. Donc la récession fait partie autant de la cause que de la conséquence. C'est le côté pervers. C'est le côté pervers et c'est ce qu'on va voir avec la récession monétaire. Maintenant, donc il y a un attentisme en disant mais est-ce que la Banque centrale européenne va aller jusqu'à mettre l'Europe en récession encore une fois, hier encore, Christine Lagarde a annoncé qu'elle fera tout ce qui est dans son pouvoir pour mettre fin à l'inflation. Donc, il y a quand même une volonté d'augmenter les taux qui risque de vraiment alimenter ce risque de récession. Maintenant, si on regarde du côté des États-Unis, aux États-Unis, c'est autre chose. Aux États-Unis, on est dans un risque de récession qui est lui-même créé effectivement par cette restriction monétaire qui a été mise en place après une surchauffe de l'économie. On a toujours un plein d'emploi, une consommation des ménages qui reste forte, même si on voit finalement des derniers indices qui sont plutôt vers un ralentissement de la confiance et un ralentissement de la consommation. Mais on est quand même dans quelque chose qui reste encore solide. Et il y a une volonté de mettre un frein et de créer... Mais la problématique, si vous voulez, c'est que les banques centrales, on l'a vu par le passé, se trompent souvent dans leurs prévisions et dans leur diagnostic. Chez BNY Mellon, nous pensons qu'à la base, il y a eu une erreur de diagnostic initial de la part des banques centrales. Sur l'inflation. Sur la période de Covid. C'est-à-dire ce quantitative easing qui a été mis en place de façon probablement exagérée. Et cette injection de liquidité a créé cette problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, il est important et il est nécessaire de remettre à niveau, si vous voulez, retirer des liquidités du marché, effectivement. Oui. Maintenant, on s'interroge vraiment sur le fait que les banques centrales ne voient pas encore ce scénario de récession. Ils n'ont pas encore... Ils sont encore trop optimistes dans leur scénario. Trop optimistes dans leur scénario. Donc, ils peuvent aller bien plus loin que ce qui est économiquement encore
mis en place dans l'économie. Donc un scénario avec un risque de récession réel sur le sol européen, un risque de récession monétaire sur le sol américain, donc où la récession ferait autant partie de la cause que du dégât, que de la conséquence pour réduire l'inflation sur le sol américain. Qu'est-ce qu'on fait, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, dans ce contexte, pour le coup, d'incertitude réelle pour les investisseurs? Alors, on a quand même des choses à mettre en perspective. Récemment, on a eu les ventes en détail, moins les chaînes d'approvisionnement, qui semblent peut-être diminuer aux États-Unis, qui laissent anticiper que peut-être l'inflation pourrait redescendre. On est quand même dans une inflation qui est bien au-dessus de ce qu'on a connu par le passé. Je rappelle qu'on a vécu pendant des années, dans les années 80, avec une inflation qui était au-dessus de 10%. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants de marché qui n'ont pas vécu cette période et qui sont habitués finalement à une période où on était tout le temps alimenté par un quantitative easing et qu'il faut revenir à des bases antérieures. Un sujet d'expérience, c'est ça ? Un sujet d'expérience, bien sûr. Bon, certain âge maintenant. Mais donc on a quand même un historique aujourd'hui où on a déjà vécu ça, on a déjà vécu bien pire. Donc on remet en perspective. Il y a la sortie de la Chine aussi qui peut jouer sur l'inflation, donc on peut avoir des bonnes surprises, même si 5,5% de croissance, ça risque d'être finalement difficile à atteindre, plus on risque d'avoir finalement un niveau de croissance de la Chine qui était au plus bas depuis 98, la crise asiatique. Mais bon, on a quand même certains niveaux certains points qui peuvent nous laisser espérer un scénario plus positif. Qui viennent effectivement ralentir peut-être le scénario récessif, en tout cas. En tout cas, voilà, le mettre en perspective et atténuer. Maintenant, sur les marchés, on considère que les marchés n'ont pas encore anticipé le niveau récessif. Donc, si on fait une moyenne des prévisions et le niveau des marchés, on est encore en dessous. Nous, on peut s'attendre finalement à avoir un S&P qui toucherait les 4000. D'accord. Et même un Eurostock en dessous des 3500. Donc, c'est pas forcément le moment, si vous voulez, on est en bear market et c'est pas forcément le moment de rentrer agressivement sur le marché. Maintenant, on sait que le market timing, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place et il y a certainement des choses à faire. On s'intéresse à des actifs qui seraient plutôt de duration courte, c'est-à-dire qui peuvent bénéficier encore de cette sensibilité négative par rapport à une hausse des taux. On commence à regarder à nouveau les emprunts d'État, parce qu'on a des niveaux de rendement qui commencent à être intéressants. Et on peut avoir ce côté flight to quality qui reviendrait s'il y avait un choc récessif. Donc, les emprunts d'État redeviennent intéressants progressivement. Il peut y avoir encore une tension sur les taux. Sur l'investment grade, progressivement aussi, puisque le yield est à nouveau intéressant, mais c'est peut-être un peu tôt. Au niveau des actions, on a des choses quand même intéressantes. Ce n'est pas le moment d'être en indiciel pur. Il y a de la gestion active à faire. Les actions en dividende, très clairement, le dividende apporte ce coupon de protection dans une hausse des taux d'intérêt et dans une volatilité de marché et permet d'avoir un lien avec l'inflation qui est intéressant. Et puis également, on finira là-dessus. Voilà, on s'intéresse à la gestion alternative avec des hedges du market neutral qui peut mettre des couvertures en place. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directrice générale donc, de BNY Mellon Investment Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct sur Bismart.